tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est le morning sur i24 News et on démarre par la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, bonjour. Tous les journaux israéliens consacrent évidemment leur une ce matin à la riposte israélienne à la salve de roquettes tirées hier depuis la bande de Gaza. Oui, les météorologues israéliens nous avaient promis un Purim pluvieux, on le voit derrière vous. Mais c'est donc aux côtés des giboulées de Mars qu'une véritable pluie de projectiles s'est abattue sur les localités du sud d'Israël. Plus de 60 roquettes et obus de mortier en moins de 24 heures. C'est selon les journaux la salve la plus importante jamais tirée sur le territoire israélien depuis novembre 2012, date de l'opération israélienne pilier de défense. Alors sur cette carte du sud d'Israël, vous le voyez, les balisticiens du Yediot Ahronot recensent les points d'impact des projectiles. Journal qui se demande si les habitants de ces localités seront contraints de fêter le carnaval de Purim dans leur pièce de confinement, comme cette jeune maman, Gabriella, que l'on voit ici en une du Yediot Ahronot avec son petit poussin d'Ofek, 5 mois, ici donc dans leur ville de Sderot au sud d'Israël. Alors la riposte israélienne s'est pas faite attendre, des frappes aériennes d'envergure selon le Israël Hayom. Le Haaretz annonce de son côté que 30 objectifs du djihad islamique et du Hamas ont été bombardés par l'aviation dans la bande de Gaza. Un message de fermeté, certes, mais pas d'escalade en vue, selon Yoav Limor, l'expert militaire du Israël Hayom. Le Hamas est aux abois et lui non plus ne veut pas d'un embrasement, nous dit Yoav Limor. Parions donc que le round sera court. Oui, mais voilà, le hic, c'est qu'on sait comment tout cela commence, mais qu'on ne sait jamais comment tout cela finit. Prévient pour sa part Alex Fishman, le spécialiste des questions militaires du Yediot. Tout est une question de prix. En cas de pertes humaines ou de dégâts matériels conséquents, Israël, tout comme le Hamas, pourrait, malgré eux, se retrouver entraîné dans une nouvelle confrontation. Une boîte de Pandore, donc, qui s'est ouverte hier à Gaza. Reste à savoir quel démon en sortira, conclut Alex Fishman. Et puis, cette analyse originale de la grande plume du Israël Hayom, Dan Margalit, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, nous dit-il, pour comprendre ce qui a motivé le djihad islamique à raviver la tension sur le front sud. C'est l'Iran qui aurait donné l'ordre au djihad de réagir à l'interception du cargo d'armes Klos C par Israël en mer Rouge la semaine dernière. Autre objectif des islamistes, selon Dan Margalit, c'est de torpiller toute avancée dans les pourparlers avec les Israéliens avant le déplacement très attendu de Mahmoud Abbas la semaine prochaine à Washington. Alors, escalade ou pas, c'est la grande question de cette matinée. On tâchera d'y répondre tout au long de cette édition. Côté palestinien, en tout cas, on évoque la résistance légitime à l'agression sioniste. Et oui, j'ai eu instinctivement envie de jeter un coup d'œil sur le journal Palestine qui paraît à Gaza, le quotidien Palestine, donc proche du Hamas, qui publie, vous voyez, les images des funérailles des djihadistes tués par Israël et qui titre en une « L'occupation mène une série de raids contre la bande de Gaza, mais la résistance riposte ». Et puis ces déclarations du gouvernement Hamas, toujours dans l'enclave palestinienne, la résistance, c'est encore ce mot qui revient ce matin dans les journaux, c'est le droit du peuple palestinien à l'autodéfense. Voilà donc pour les déclarations officielles du gouvernement Hamas à Gaza. Voilà, on revient dans un instant sur ce dossier avec notre invité Ali Waked. Dernier titre en tout cas de cette revue de presse, elle concerne la Jordanie où les quotidiens ne décolèrent toujours pas ce matin après la mort du magistrat jordanien tué lundi par Tzahal. Et oui, depuis lundi, Barbara, l'affaire est à la une de tous les quotidiens jordaniens. Alors le gouvernement a beau faire porter à Israël l'entière responsabilité de l'incident, fustiger un crime hideux pour le Parlement jordanien. Tout cela n'est pas suffisant. Les députés ont appelé l'exécutif à prendre une série de mesures contre Israël. Expulsion de l'ambassadeur israélien, rappel de l'ambassadeur jordanien à Tel Aviv, suspension des relations diplomatiques et j'en passe. Un ultimatum donc en bonne et due forme. Le gouvernement a jusqu'à mardi, faute de quoi il est menacé d'être renversé par le Parlement par une motion de censure. Pour Boaz Bismuth du Israël Hayom, que l'on retrouvera peut-être aujourd'hui dans le morning. Effectivement. Les relations bilatérales, elles, ne seront pas affectées, c'est ce qu'il estime. Le Parlement ne fait que remplir la fonction que lui confère le souverain hachémite, une fonction de soupape de décompression. Le roi Abdallah lui laisse toute latitude pour se défouler contre Israël. C'est sa façon à lui de confiner les éclats de haine dans l'hémicycle pour éviter une effervescence dangereuse dans la rue jordanienne. Merci beaucoup, Cyril Amar. Au revoir.
sommes le jeudi 13 mars, vous êtes sur i24 News. Voici l'essentiel des grands titres de cette matinée. L'aviation israélienne a riposté cette nuit aux tirs provenant de la bande de Gaza. 29 cibles terroristes ont été visées du nord au sud de l'enclave palestinienne. Une réponse à la salve de tirs qu'a essuyé Israël en quelques heures. Plus de 60 missiles et obus ont été tirés sur le sud de l'État hébreu hier en fin de journée. Le djihad islamique a revendiqué l'attaque et menace d'élargir la portée de ces missiles. Côté international, on condamne évidemment. Les États-Unis ont fermement dénoncé les tirs sur Israël, appelant à l'arrêt immédiat de ces attaques terroristes. Israël a, comme toute nation, le droit de se défendre, a déclaré le porte-parole du département d'État. Même son de cloche pour Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies exhorte tous les acteurs à faire preuve de retenue. Le Premier ministre britannique poursuit sa visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce matin, il se rendra à Ramallah pour rencontrer le président Mahmoud Abbas. Hier, David Cameron a prononcé un discours au Parlement israélien où il s'est opposé au boycottage d'Israël. Délégitimer l'État d'Israël est mal, c'est répugnant et ensemble, nous en viendrons à bout, a promis le Premier ministre britannique. À l'étranger, on retient ce matin cette info. Le Vietnam dément que des débris de l'avion disparu aient été repérés par un satellite chinois. 3 objets flottants auraient été localisés dans la zone maritime où le Boeing de Malaysia Airlines a perdu le contact. Je vous rappelle que 12 nations, dont les États-Unis, la Chine et le Japon, participent aux opérations de recherche qui mobilisent pas moins de 42 navires et 39 avions. Voilà, et la question que se posent tous les Israéliens ce matin, c'est de savoir si l'on va vers une nouvelle escalade de violence entre la bande de Gaza et l'État hébreu. Nous retrouvons notre envoyé spécial à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, Maxime Perez. Bonjour, vous êtes dans la ville de Sderot, qui a essuyé la majorité des tirs depuis hier. Alors, quelle est la situation ce matin ? Bonjour Barbara, bien c'est un calme tendu qui règne ici à Sderot et dans l'ensemble des localités frontalières de la bande de Gaza. Les autorités locales, en coordination avec l'armée après des consultations tout au long de la soirée, ont finalement décidé de maintenir ouvertes les écoles, le signe d'une volonté d'un retour à la normale, un retour à la normale qui peut-être se confirme au moment où je vous parle, puisque ce matin à 8 h, au moment de la rentrée des classes, qui est un moment critique en général pour les habitants du sud d'Israël, une période qu'utilisent généralement les factions palestiniennes pour tirer des roquettes et semer la panique au sein de la population israélienne, eh bien, aucune alerte antiaérienne n'a retenti. Il faudra voir si cette tendance se confirme, bien sûr, dans les prochaines heures. En attendant, depuis hier, ce sont près de 60 roquettes palestiniennes qui se sont abattues sur le sud d'Israël. Le dernier tir remonte aux alentours de 2 h du matin contre la région du Eshkol. Il n'y a pas eu de blessés dans cette attaque. Et en réponse, eh bien, l'armée israélienne, comme promis, a engagé une riposte d'envergure contre la bande de Gaza, avec au total une trentaine de raids dans l'espace de 10 minutes. Vers 22 h hier soir, des frappes qui ont visé à la fois des sites militaires du djihad islamique et du Hamas, qu'Israël tient pour responsable aussi de l'escalade. Merci beaucoup Maxime, on vous retrouvera évidemment tout au long de notre édition pour nous tenir informés de la situation. Et on parle de cette situation avec vous, Ali Waked. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste du monde arabe. Alors ce calme apparent ce matin que vient de décrire Maxime, ça veut dire qu'on a évité une confrontation de grande envergure ? Pour le moment, on l'a évité cette confrontation, mais il faut faire attention ce matin aux grands défis auxquels fait face le gouvernement du Hamas. C'est la première fois depuis la longue confrontation entre Hamas et Israël qu'il n'y a pas de médiateur officiel entre les deux côtés. L'Égypte. L'Égypte. Moi, ce que j'ai compris ce matin et hier soir de mes sources palestiniennes, que les Égyptiens ont exprimé peu d'enthousiasme à collaborer avec leurs homologues du Hamas pour entamer une médiation avec Israël. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que même le Qatar n'a pas pu convaincre l'Égypte d'intervenir auprès des Israéliens, ce qui dit que le Hamas se trouve un peu, depuis les dernières heures, seul face aux factions palestiniennes, les convaincre à respecter ce cessez-le-feu. Le djihad islamiste annonce qu'il ne renonce pas au cessez-le-feu, mais qu'il a le droit de riposter. L'important, c'est de voir est-ce que le Hamas va être capable d'arrêter cette campagne de tir, sachant qu'il y a
une métamorphose qui a eu lieu ces dernières semaines à la bande de Gaza, et c'est de plus en plus des groupes djihadistes qui n'obéissent pas aux règles et aux lois de Le Hamas. Hamas a perdu de son pouvoir, de son influence pour maîtriser ces groupes terroristes? Non, j'ose pas dire ça ce matin, mais sans doute c'est un nouveau défi auquel doit faire face le Hamas pour voir, c'est un test pour le gouvernement du Hamas à la bande de Gaza. Est-ce qu'il va continuer à maintenir ce contrôle sur toute la bande de Gaza? En ce qui concerne le djihad islamique, des pourparlers ont commencé depuis hier après-midi entre le Hamas et le djihad islamique, et le djihad islamique a décidé de retourner au cessez-le-feu. La grande question, est-ce que les nouvelles organisations djihadistes qui de plus en plus jouent un rôle plus important à la bande de Gaza, suivi à ce qui se passe à la péninsule de Sinaï, est-ce que ces organisations vont respecter le calme que le Hamas a exigé clairement? Pourquoi le Hamas souhaite maintenir ce calme dans la bande de Gaza et éviter l'escalade avec Israël? Hamas gouverne la bande de Gaza. La situation financière est très dure à la bande de Gaza. Les habitants de la bande de Gaza n'ont pas où fuir. On sait que l'Égypte a décidé de fermer ses frontières avec la bande de Gaza. Et donc, Hamas ne veut pas cette escalade parce qu'il n'a pas intérêt, politiquement parlé. Deux, la population est assez mécontente de la situation et donc il n'y a pas besoin de cette escalade. Mais Barbara, à nouveau, la grande question c'est, est-ce que Hamas, pour la première fois depuis 2007, depuis la reprise de pouvoir de l'organisation islamique à la bande de Gaza, est-ce qu'il sera capable de s'exprimer en tant que maître exclusif de la bande de Gaza, ou est-ce qu'il aura pour la première fois un rival? Jusqu'à présent, le Fatah n'a pas été un rival, le djihad islamique non plus. La grande question de nouveau, est-ce que ces organisations djihadistes dont la loyauté est pour le Al-Qaïda international et pas pour les organisations et le peuple de la bande de Gaza, est-ce que le Hamas va maintenir ce calme? C'est un nouveau phénomène, ce djihadisme mondial lié à Al-Qaïda dans la bande de Gaza? Ce n'est pas un nouveau phénomène, mais l'intensivité de ce phénomène est beaucoup plus est nouvelle. C'est lié à quoi? C'est lié à ce qui se passe en Syrie? C'est lié au rôle de l'Iran? C'est lié à ce qui se passe en Syrie, à ce qui se passe en Égypte, au fait que même au sein de Hamas, il y a des membres du bras armé du Hamas qui ne sont pas du tout satisfaits de ce cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Ils se sont un peu embarrassés quand les autres factions palestiniennes accusent le Hamas d'être le garde des frontières israéliennes. De travailler pour Israël. Alors, chose que Hamas accusait l'autorité palestinienne. Et le Fatah de faire pendant longtemps. Pour qu'on comprenne bien, il faut expliquer que depuis plusieurs années, il existe donc un accord de trêve, de cessez-le-feu entre la bande de Gaza et Etzal. Comment et pourquoi cette trêve est en général respectée et puis rompue comme ça tous les quelques années? Elle est respectée parce que les deux côtés essentiels, l'armée israélienne et Israël d'un côté, de l'autre côté, le Hamas et son gouvernement à la bande de Gaza n'ont pas intérêt à ce que la violence se renouvelle, mais il y a des changements sur le sol de Gaza qui d'un côté exige une intervention militaire de la part de l'armée israélienne, comme on a vu avant-hier. Cette intervention appelle à un riposte palestinien selon les factions palestiniennes, mais c'est ça qui a provoqué cette nouvelle escalade de violence. On réexplique les faits. 3 terroristes ont été visés par l'armée israélienne. Et ce qui se passe maintenant, c'est une riposte? Officiellement, mais dans le toile de fond, il ne faut pas oublier que le djihad islamique, c'est un bras qui devient de plus en plus le bras essentiel de l'Iran. Après la régression dans les relations entre Hamas et l'Iran, à cause de la position que le Hamas a prise en Syrie. Et donc, la loyauté du djihad islamique est de plus en plus vers Téhéran et l'Iran, et moins vers le centre de prise de décision à la bande de Gaza, vu le gouvernement Téhéran du Hamas. finance directement ces groupes terroristes djihadistes. Oui. On peut peut-être parler de cette cargaison d'armement. Il faut faire attention, Barbara. Les groupes djihadistes ne sont pas financés par l'Iran. Ce sont des groupes sunnites qui
qui lance la guerre contre l'Iran en Syrie et à l'Irak et ailleurs, mais l'Iran finance essentiellement et massivement le djihad islamique. Elle a réduit son aide à la branche militaire du Hamas, mais elle continue à la financer. Le djihad islamique est désormais le bras le plus important de Cette l'Iran. cargaison d'armes qu'Israël a raisonnée vers la bande de Gaza, des armes iraniennes, c'était destiné au djihad islamique? Elle était destinée au djihad islamiste, mais de nouveau, il faut voir est-ce que le Hamas va réussir dans les heures à venir à maintenir ce calme, est-ce qu'il va ouvrir... est-ce qu'il va convaincre les groupes djihadistes ou est-ce qu'on verra une bande de Gaza qui est plus similaire à la péninsule de Sinaï qu'elle n'était la bande de Gaza jusqu'il y a quelques semaines. Dans les dernières semaines, il y a une métamorphose très importante qui a eu lieu, un bouleversement même dans la balance des forces. Des djihadistes qui échappent l'armée égyptienne au Sinaï trouvent un abri à la bande de Gaza. Cet abri se transforme en une enclave pour attaquer Israël. On en reparlera avec vous, Ali. Merci beaucoup. On se retrouve après un nouveau journal. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. On va continuer évidemment tout au long de cette édition de s'informer de ce qui se passe dans le sud d'Israël et dans la bande de Gaza. Mais pour l'heure, un peu d'actualité française avec cette affaire des écoutes contre Nicolas Sarkozy. Une question ce matin, est-ce que cette affaire pourrait se transformer en Watergate français? Écoutez sa voix, François Hollande, on en parle avec vous. Michel Taubman, bonjour, merci d'être avec nous, rédacteur en chef i24 News. Alors d'abord, on fait de l'ordre dans cette affaire pour ceux qui auraient manqué le début. Alors c'est compliqué. Allez-y, lancez-vous. Alors écoutez, il y a beaucoup d'affaires qui touchent Nicolas Sarkozy depuis qu'il a quitté le pouvoir. Bon, et qu'il est redevenu injusticiable comme les autres. Bon. Aucune de ces affaires pour l'instant n'a vraiment débouché. Alors, Là, de quelle affaire s'agit-il? Il s'agit d'abord de l'affaire du financement supposé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par Kadhafi. Alors c'est une affaire qui est sortie dans la presse, puis qui donne lieu à une instruction judiciaire, et c'est dans le cadre de cette affaire que le juge d'instruction a ordonné des écoutes des deux portables de Nicolas Sarkozy, son portable, je dirais, officiel, au nom de Nicolas Sarkozy, son portable sous son nom, et puis comme il se méfiait, il a pris un autre portable au nom de M. Bismuth. Alors, si M. Bismuth nous écoute, puisque je sais qu'il est en Israël, je sais qu'il n'est pas content, mais donc, les deux portables de Nicolas Sarkozy sont écoutés par donc, les magistrats instructeurs de cette affaire, qui est une affaire grave, si elle est avérée. C'est-à-dire que s'il est avéré que Nicolas Sarkozy a été financé par le régime de Kadhafi, ce serait quelque chose de grave. Donc au début, c'est quelque chose qui concerne Nicolas Sarkozy. Si c'était avéré, ce serait grave. Et puis, c'est en train de se retourner contre le pouvoir actuel. Alors pourquoi ? Parce que ces écoutes, qui ont été décidées non pas il y a un an, mais apparemment depuis septembre dernier, donc depuis plus de 6 mois, ces écoutes ont-elles été ordonnées par le pouvoir actuel? Manifestement non, puisque le pouvoir, rien ne permet de le dire. Par contre, est-ce que le pouvoir actuel était informé? Et là, il y a un problème, puisque Mme Taubira, qui a été interrogée sur cette affaire il y a quelques jours, dans un premier temps, elle a dit qu'elle ne connaissait pas. Et puis, patatras, le Canard enchaîné a révélé qu'elle était au courant au moins de l'existence des écoutes, ce qui est assez logique et assez normal, et peut-être du contenu. Et donc là, Mme Taubira est accusée de mensonges en direct à la télévision. Alors elle a essayé de s'en sortir hier en brandissant des documents pour dire j'étais au courant du fait qu'il y avait des écoutes, mais je ne suis pas au courant du contenu. En tant que garde des Sceaux, pouvait-elle ne pas être au courant? Non, maintenant on sait qu'elle était au courant. Mais alors maintenant, la question est de savoir depuis quand elle était au courant. Donc elle dit qu'elle était au courant depuis le 26 février, donc tardivement. Et puis elle dit qu'elle n'était pas au courant du contenu, mais manifestement, elle a reçu des notes de synthèse. Alors là, on joue avec les mots. Elle n'était pas au courant peut-être des détails des écoutes. Mais il est assez logique et assez normal que lorsqu'un ancien président de la République est mis sur écoute,
à tort ou à raison. Mais ça, ce n'est pas en soi illégal, puisque M. Sarkozy est un citoyen comme les autres. Il n'est pas illégal qu'on le mette sur écoute. Par contre, c'est assez spectaculaire, et c'est la première fois que ça arrive. Michel, pour le reste du gouvernement, ils se sont tous plus ou moins exprimés sur la question. Hérault, Valls, qu'en est-il de François Hollande? Est-ce qu'il était au courant des écoutes, du fait même des écoutes et du contenu de ces écoutes? Alors écoutez, honnêtement, je n'en sais rien. Mais en même temps, ce qui paraît invraisemblable, c'est que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, n'ait pas été informé du tout de ces écoutes qui sont faites par la police judiciaire, que le Premier ministre était au courant, et que le président de la République n'ait pas été au courant du tout. Vous voyez, là, on joue avec les mots. C'est-à-dire qu'il est quand même invraisemblable qu'on n'ait pas informé le président de la République qu'on écoutait son prédécesseur. Alors après, qu'ils ne connaissent pas le contenu en vertu de la séparation des pouvoirs et qu'il n'ait pas eu le contenu exact de ce qui se disait, de ce que disait Nicolas Sarkozy, là, il y a un mystère. Mais que le président de la République n'ait pas été informé de ce fait, c'est peu probable. Beaucoup de mystères, en tout cas, peu autour de ces écoutes, de qui était au courant. En tout cas, l'argument de l'opposition, de l'UMP, c'est de dire que la vie privée de Sarkozy était espionnée, que ça ressemble même à de l'espionnage politique. Est-ce que c'est vrai? Bon, là, il va un peu loin, parce qu'en réalité, alors, quand vous écoutez quelqu'un, vous l'écoutez sous prétexte d'une affaire judiciaire. Donc on l'écoute parce qu'il y a des doutes, il y a des soupçons sur le financement de sa campagne par Kadhafi. Bon. Mais on ne peut pas couper en tranches les écoutes, c'est-à-dire on écoute tout. On écoute 24 heures sur 24, donc on écoute ses conversations avec son épouse, on écoute ses conversations avec peut-être le fleuriste auquel il commande un bouquet de fleurs, avec ses enfants, on écoute ses conversations privées, donc ses conversations politiques, avec Jean-François Copé, avec François Fillon, avec Jean-Pierre Raffarin, et tous les gens avec qui il discute, peut-être des chefs d'État étrangers ou d'anciens chefs d'État. Donc on écoute 24 heures sur 24, Nicolas Sarkozy. Donc on ne peut pas dire qu'on n'écoute pas aussi sa vie privée. Alors après, qu'est-ce qu'on transcrit? Est-ce qu'on retranscrit uniquement? Est-ce que le script des écoutes? Normalement, le script des écoutes ne doit concerner que ce qui concerne l'affaire. L'utilisation est sortie du cadre judiciaire. C'est ça la grande question. Là, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce qui a été retranscrit. Essayons d'avoir la tête froide et de rester près des faits. Je ne sais pas ce qui a été retranscrit et on ne sait pas s'il a été retranscrit aussi des conversations privées. Normalement, non. Normalement, le juge ne doit s'intéresser qu'aux aspects liés à cette affaire. Mais on peut supposer qu'il écoute aussi. Bon, il sait aussi ce qu'il dit dans la vie privée et dans d'autres domaines. Sur ce plateau, Boaz Bismuth, notre éditorialiste, journaliste au Israël. Hier, vous avez suivi cette affaire d'écoute? Oui, bien sûr. Alors, juste deux petites remarques. Vu le temps, tu as gardé le temps, la tête froide, vu le temps en Israël, c'est très facile aujourd'hui. Et mouillé en plus. Mais juste une chose sur les écoutes. D'abord, avec Edward Snowden, on a appris que non seulement on écoute tout, mais parfois on écoute aussi tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait justement avec ceux qu'on a écoutés? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on ne le garde pas? Concernant Nicolas Sarkozy, même la vie privée, on a même appris, grâce à ses écoutes, qu'il ne gagnait pas assez, d'après sa compagne Carla Bruni, bien sûr, ça fait les titres. Mais dans cette affaire, ce qui est très intéressant, c'est que les écoutes, ça existe, ça existait, et probablement ça va exister encore très longtemps, et peut-être même pour toujours. Et ça existe de plus en plus. Et on se souvient très bien les écoutes de l'Élysée. À l'époque, j'étais encore un jeune correspondant à Paris, avec bien sûr Mitterrand, sous Mitterrand. Mais juste une histoire peut-être un peu marrante qui a fait aujourd'hui la une dans la presse israélienne, c'est un autre volet dans les écoutes, hier révélé par le Canard enchaîné, et ça c'est l'affaire que l'avocat de Nicolas Sarkozy, donc maître Thierry Herzog, lui a communiqué, lui a transmis deux portables, mais un autre nom bien sûr. Et il lui a dit de prendre une autre identité. Et l'identité est, alors on va laisser l'identité et on va peut-être une petite anecdote personnelle. Hier, moi-même, votre ami appelle le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Yigal Palmor, et la réponse est oui, Paul. Alors je dis, Paul, pardon, il me dit, excuse-moi de t'avoir blessé, monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy, je pensais que peut-être le porte-parole israélien soit avait bu ou fumé quelque chose. En effet, je suis parti voir dans le Canard enchaîné, et en fait, Nicolas Sarkozy avait un autre nom. Paul Bismuth. Pour Purim, il s'est déguisé à Paul Bismuth. Il faut juste savoir que le vrai Paul Bismuth habite à Netanya, il s'occupe de real estate, et il est bien là, d'immobilier. Hier, je lui ai posé la question, est-ce qu'il est content que son nom a été pris par le président de la République? Il a dit, moi j'aime bien avoir un peu de publicité, mais d'une autre façon, pas de cette façon. Et par ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est que Thierry Herzog a utilisé le nom de Paul Bismuth, il a appelé son camarade de classe, et là, ils ne se sont pas vus depuis 40 ans. Et pourquoi est-ce qu'il a utilisé son nom? Parce que c'est le premier nom qui lui est venu à la tête. C'est fou, hein, c'est dingue. Michel, pour conclure, est-ce qu'on peut désormais parler d'affaires d'État, d'une affaire qui pourrait se transformer en Watergate, Français écouter sa tête à François Hollande? Pour l'instant, on a
un problème de communication et une maladresse énorme. C'est-à-dire que Mme Taubira, qui au lieu de dire oui, c'est normal, en tant que garde des Sceaux, j'ai été informé de l'existence de cette enquête, c'est normal, c'est la procédure légale. Par contre, je n'ai pas regardé par le trou de la serrure, je n'ai pas regardé le contenu précis, les détails, et je ne me suis pas intéressé à la vie privée de Nicolas Sarkozy. Au lieu d'avoir cette défense, elle a dit « je ne suis pas au courant ». Et donc là, soit elle a menti parce qu'elle était au courant et qu'il y a une espèce de panique et on dit il faut dire qu'on ne sait pas. Bon, soit c'est juste une maladresse. Donc maintenant, il faut attendre les prochains développements. C'est-à-dire soit c'est une maladresse, mais je pense qu'il sera difficile quand même pour Mme Taubira de rester au gouvernement parce que c'est un manque de professionnalisme énorme. Mme Taubira, la garde des Sceaux. Justement, dans ce cas-là, la meilleure chose, c'est d'admettre, on a vu très bien, c'est un autre cas, hein, c'est pas la France et les États-Unis. C'est vrai que c'était très embarrassant quand vous êtes découvert, mais la meilleure des choses, surtout de nos jours où tout se sait à la fin. Il faut dire la vérité. Assumer. Donc le pire, il y a pire que d'écouter, c'est de mentir. Voilà. Et donc il faut dire la vérité. Et alors si on ne dit pas la vérité, tous les soupçons sont possibles maintenant. Avec ce mensonge qui est peut-être un petit péché véniel, c'est juste une maladresse de communication, elle a ouvert la voie à tous les soupçons. Et là maintenant, il est très probable, ou il est très possible que le fusible de Taubira, Mme Taubira, à tort ou à raison, c'est juste ou pas juste, Mme Taubira soit à un moment donné grillée pour protéger le Premier ministre et pour protéger le Président de la République. Et là, la question, d'ailleurs, je pense qu'ils auraient intérêt tous à dire la vérité. Si la vérité est avouable, c'est de dire évidemment le Président de la République était informé, mais il n'était pas informé du détail. Alors là, il y a aussi l'humour de François Hollande. Vous savez que c'est un président très, très plaisantin et qui a beaucoup d'humour. Il aurait dit il y a quelques jours, quelques semaines, devant des députés socialistes à propos de Nicolas Sarkozy, vous savez, il aurait dit, vous savez, je le surveille de près, rien de ce qu'il fait ne m'échappe. Alors est-ce que c'est une plaisanterie comme ça qui dans le contexte est interprétée comme négativement, ou est-ce que c'est la vérité qu'il aurait lâchée comme ça, se croyant au-dessus de tout? Et là il y a quand même il y a un faisceau de présomption, de soupçons, il y a un climat de soupçon, et surtout c'est un climat délétère et c'est un climat qui nuit à toute la classe politique française, gauche et droite, à la veille des municipales, à 9 jours des élections municipales. On continuera à suivre ce dossier. Restez avec nous tous les deux pour l'heure. Le rappel des grands titres de ce jeudi. L'aviation israélienne a riposté cette nuit aux tirs provenant de la bande de Gaza. 29 cibles terroristes ont été visées du nord au sud de l'enclave palestinienne. Une réponse à la salve de tirs qu'a essuyé Israël en quelques heures. Plus de 60 missiles et obus ont été tirés sur le sud de l'État hébreu hier en fin de journée. Le djihad islamique a revendiqué l'attaque et menace d'élargir la portée de ces missiles. Côté international, on condamne. Les États-Unis ont fermement dénoncé les tirs sur Israël, appelant à l'arrêt immédiat de ces attaques terroristes. Israël, comme toute nation, a le droit de se défendre, a déclaré le porte-parole du département d'État. Même son de cloche pour Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, exhorte tous les acteurs à faire preuve de retenue. Le Premier ministre britannique poursuit sa visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce matin, il se rendra à Ramallah pour rencontrer le président Mahmoud Abbas. Hier, David Cameron a prononcé un discours au Parlement israélien où il s'est opposé au boycottage d'Israël. Délégitimer l'État d'Israël est mal, c'est répugnant et ensemble, nous en viendrons à bout, a promis David Cameron. Alors Boaz Bismuth, on vous retrouve pour l'édito du jour. Vous souhaitez nous parler ce matin de l'escalade de violence entre la bande de Gaza et Israël. Oui, escalade de violence que l'on a vue cette nuit ou depuis hier après-midi. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est une surprise ou pas? Alors finalement, est-ce qu'on avait une raison de revoir un petit peu ces tirs, 60 tirs de mortier sur Israël, sur la ville aussi, parmi elles aussi sur la ville de Sderot. Et il faut chercher un petit peu les raisons pour lesquelles le djihad islamique s'est réveillé. Alors bien sûr, certains vont dire que la fête de Pourim est toujours une bonne occasion, mais il y en a bien sûr d'autres. Alors d'abord, avant-hier, Israël qui tue trois de ses membres du djihad islamique. Ça, c'est une raison. La deuxième, bien sûr, est le bateau, Clossi. Il ne faut pas oublier quand même Israël qui capture ce bateau. Peut-être on n'a pas aimé toute cette communication autour de ce bateau, mais finalement, c'était un coup dur pour le djihad islamique. Troisième raison, il y a bien sûr aussi ces négociations. Le djihad islamique veut montrer un petit peu ce qu'il pense de ces négociations, et donc il est là pour un petit peu jouer son rôle. Et aussi une autre raison qui est ô combien importante, c'est montrer aussi
aux Iraniens, voilà, nous sommes là. On peut aussi ajouter bien sûr une cinquième raison, parce que nous sommes dans une région qui bouge en ce moment, et c'est ce qui se passe en Jordanie, et c'est un peu à eux leur moyen de dire voilà notre soutien. Mais la grande question, est-ce que finalement le djihad islamique et le Hamas qui autorise tout ça va permettre que ça continue? Est-ce qu'on est devant une autre opération pilier de défense? Souvenez-vous, la dernière grande opération d'envergure d'Israël, novembre-décembre 2012. Je ne pense pas, parce que les deux côtés, aussi bien Hamas d'un côté et Israël de l'autre, ne vont pas vouloir justement que ça aille un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on a vu, c'est vrai que dans le chiffre, dans le nombre, 60 c'est beaucoup, mais finalement les obus utilisés n'étaient pas les plus, sophistiqués que le Hamas ou plutôt le djihad islamique a, et aussi la riposte israélienne est assez limitée. Alors c'est vrai que dans tout ça, on a aussi des déclarations de Lieberman, Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères, qu'il dit qu'il va accorder, qu'il va accepter, qu'il va approuver une opération israélienne, mais à une seule condition, qu'Israël va reconquérir la bande de Gaza. Il va beaucoup plus loin qu'une opération, même pilier de défense. Israël doit réinvestir, reconquérir la bande de Gaza. Il exagère, Lieberman, quand il dit ça? Alors deux choses. D'abord, Lieberman est parti un peu trop à gauche. Alors, vous savez que pour des raisons politiques, et bien sûr, et là il faut un peu manœuvrer, il faut un peu faire un peu la balance avec d'autres membres de la coalition, et je pense bien sûr à Bennett. Donc il a eu des propos très modérateurs il y a des dernières semaines, y compris pour plaire à John Kerry et aux Américains. C'est le naturel qui revient en galop? Alors là, c'est le naturel. Par ailleurs, il a déjà dit dans le passé. Mais juste une chose, il faut rappeler à M. Lieberman, ministre des Affaires étrangères, ô combien important d'Israël, que pour des opérations, quand même, on n'a pas besoin de l'autorisation du ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas oublier ça. Donc ça, il faut mettre quand même les points sur les i. Très important. C'est un scénario imaginable pour Israël de réinvestir la bande de Gaza? Non, c'est très facile. Vous savez, un homme intelligent est un homme qui évite justement de faire des erreurs. Rentrer dans et investir la bande de Gaza est tout à fait quelque chose dans les capacités, bien sûr, j'ose espérer, de l'armée israélienne. Sinon, c'est même pas la peine de rester ici. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous faites après? Tôt ou tard, bien sûr, il faudra ressortir, peut-être alors rentrer comme gagnant, ressortir comme perdant. À quoi ça sert? Le calme apparent ce matin, ça veut dire qu'on est passé à côté d'une nouvelle confrontation? Écoutez, je pense que les dirigeants israéliens font preuve de sang-froid dans cette affaire. Les représailles ont été proportionnées à l'attaque. Pour l'instant, il n'y a pas de dérapage. Attendons de voir dans les prochaines heures. Après, c'est vrai que quand on est ici, on voit les choses différemment de la manière dont la perçoit la presse internationale. C'est qu'effectivement, il y a une vraie menace qui pèse sur le sud du pays. Les gens de Sderot sont menacés et la riposte israélienne est assez normale et légitime dans ce cadre-là. Mais je pense que ce qui est important, c'est que pour l'instant, elle est proportionnée et le gouvernement israélien ne veut pas remettre en cause le processus de paix et les négociations avec Mahmoud Abbas et par l'intermédiaire de John Kerry. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on parlera de racisme dans le football. Pourquoi est-il exacerbé dans le monde du ballon rond? On y revient après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Et le grand titre de cette matinée, c'est évidemment l'escalade de violence entre Israël et la bande de Gaza. Nous retrouvons notre envoyé spécial à la frontière dans la ville de Sderot qui suit la majorité des tirs, Maxime Pérez. Bonjour. Une nouvelle salve de roquettes il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous la confirmer? Oui, nous avons contacté l'armée israélienne il y a quelques minutes qui nous a confirmé que 4 nouveaux tirs de roquettes avaient été identifiés en provenance de la bande de Gaza. Mais l'armée n'est pas pour l'instant en mesure de nous préciser si ces tirs ont atterri du côté israélien de la frontière avec la bande de Gaza. Toujours est-il qu'il s'agit des premiers tirs de la matinée après une journée, vous le savez, tendue, près de 60 roquettes revendiquées par le djihad islamique. Les 2 derniers tirs ont eu lieu cette nuit dans la région du Eshkol jusqu'à ce matin. Pour l'instant, la situation reste néanmoins calme et sous contrôle dans la région sud d'Israël où les écoles notamment sont restées ouvertes. Alors quel est le risque, Maxime, à l'heure où l'on parle d'une escalade, d'une opération de grande envergure de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne? Écoutez, dans un premier temps, l'armée israélienne a tenu en tout cas ses promesses
en menant une riposte d'envergure dès hier soir, en menant en l'espace de 10 minutes près d'une trentaine de raids contre des cibles militaires du djihad islamique et du Hamas, du nord au sud de la bande de Gaza. On peut parler néanmoins d'une riposte mesurée malgré l'intensité de ces bombardements, dans la mesure où l'armée s'est contentée de cibler des infrastructures, des dépôts d'armes, des rampes de lancement et a pour l'instant épargné les responsables militaires du djihad islamique. C'est le signe qu'Israël ne veut pas pour l'instant aller plus loin dans sa riposte, qu'elle attend de voir si de l'autre côté, côté djihad islamique et Hamas, on s'en tient là ou si on souhaite aller plus loin dans l'escalade. Alors Maxime, vous vous trouvez dans le sud d'Israël. Comment la vie se poursuit dans les villes israéliennes visées? Est-ce que des mesures d'urgence ont déjà été prises? Écoutez, il y a eu des consultations tout au long de la soirée entre les autorités locales qui ont l'habitude de gérer ce genre de situation et l'armée israélienne. Et après ces consultations, il a été donc décidé de maintenir les écoles ouvertes. C'est une mesure importante parce que, évidemment, dans le cas inverse, cela signifie que des parents doivent rester souvent à la maison, qu'ils ne peuvent pas travailler pour s'occuper de leurs enfants. Ça perturbe évidemment le rythme de vie des habitants du sud d'Israël, mais pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, eh bien, la routine des habitants poursuit son cours, et il faudra voir dans les prochaines heures comment évolue la situation autour des localités israéliennes frontalières de Gaza pour faire une nouvelle évaluation de la situation. Alors de manière générale, pour finir Maxime, que peut-on dire d'état d'esprit des citoyens de la ville de Sderot, on l'a dit, la ville la plus touchée depuis plusieurs années, des habitants qui vivent finalement sous la menace constante des tirs de missiles? Oui, c'est une situation à laquelle ils sont exposés depuis le retrait israélien de la bande de Gaza en juillet 2005. Cette situation a connu des hauts et des bas, des pics de tension extrêmement forts avec les opérations plomb durci, pilier défense. Sous Sderot a été en quelque sorte cette ville martyre, un petit peu à l'image de Kiryat Shmona au nord d'Israël, qui pendant l'époque où Israël occupait le sud-Liban était la cible privilégiée du Hezbollah et des roquettes Katyusha. Cette situation s'est légèrement apaisée ces dernières années parce qu'Israël a déployé autour de Sderot des batteries antimissiles de type dôme de fer, ce qui a permis aux habitants de vivre ce genre de situation avec un peu plus de sérénité, mais c'est évidemment au quotidien quelque chose d'extrêmement stressant à vivre, avec ces alertes qui retentissent comme hier tout au long de l'après-midi jusqu'à ce matin. Merci beaucoup Maxime Pérez, notre envoyé spécial à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Et nous sommes le jeudi 13 mars. Voici les grands titres à retenir ce matin. 4 nouvelles roquettes ont été tirées ce matin, il y a quelques minutes, sur le sud d'Israël en provenance de la bande de Gaza. Je vous rappelle que l'aviation israélienne avait déjà riposté cette nuit aux tirs. 29 cibles terroristes ont été visées du nord au sud de l'enclave palestinienne. Une réponse à la salve de tirs qu'a essuyé Israël en quelques heures hier. Plus de 60 missiles et obus avaient été tirés sur le sud de l'État hébreu en fin de journée. Le djihad islamique a revendiqué l'attaque et menace d'élargir la portée de ces missiles. Côté international, on condamne évidemment. Les États-Unis ont fermement dénoncé les tirs sur Israël, appelant à l'arrêt immédiat de ces attaques terroristes. Israël a, comme toute nation, le droit de se défendre, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du département d'État. Même son de cloche pour Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, exhorte tous les acteurs à faire preuve de retenue. Le Premier ministre britannique poursuit sa visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce matin, il est attendu à Ramallah pour rencontrer le président Mahmoud Abbas. Hier, David Cameron a prononcé un discours au Parlement israélien où il s'est opposé au boycottage d'Israël. Délégitimer l'État d'Israël est mal, c'est répugnant et ensemble, nous en viendrons à bout, a promis David Cameron. À l'étranger, on retient ce matin cette information. Le Vietnam dément que des débris de l'avion disparu aient été repérés par un satellite chinois. 3 objets flottants auraient été localisés dans la zone maritime où le Boeing a perdu le contact. Je vous rappelle que 12 nations, dont les États-Unis, la Chine et le Japon, participent en ce moment aux opérations de recherche qui mobilisent pas moins de 42 navires et 39 avions.
présent de toute autre chose. Michelle Obama, la First Lady, vous le savez, quittera la Maison-Blanche dans moins de 3 ans. Et ce qu'on retiendra surtout de son travail, c'est son combat acharné contre l'obésité, le junk food et le manque d'exercice. Résumé de ce combat, signé Lise Barenbaum. Michelle Obama n'hésite pas à mouiller le maillot pour la bonne cause. Il y a 4 ans, la première dame américaine a lancé une initiative sans précédent aux États-Unis. Elle préside le programme Let's Move, une campagne qui lutte contre l'obésité infantile dans un pays où le surpoids concerne une personne sur 3. Et Michelle a fait de cet objectif son cheval de bataille. Depuis l'arrivée de son mari à la Maison-Blanche, elle encourage parents et enfants à faire de l'exercice et à manger sainement. En tant que parents et consommateurs, vous devriez être capable d'aller dans un supermarché, de prendre un article dans un rayon et de dire si c'est bon pour les membres de votre famille. Yes, ladies and gentlemen, please welcome the First Lady of the United States of America, Michelle Obama. Sur les plateaux télé de Jimmy Fallon et Ellen DeGeneres, elle se lance dans des numéros de danse pleins d'humour, il fait des pompes en direct. Loin des postures figées des personnalités politiques du reste du monde. Thank you, Sarah. I do try to exercise every day. Really? Because I think exercise is Exercise is not Mais l'ambassadrice va plus loin. Pour toucher les enfants, elle a participé à un dessin animé très connu aux États-Unis, Sesame Street, où elle conseille aux petits Américains de faire du sport. Dans quelques semaines, elle sera même actrice. Elle défendra les activités extrascolaires dans la série d'Amy Poehler, Parks and Recreation. La First Lady se sert aussi de son statut de femme et de mère pour défendre ses ambitions. We are deep, diverse. Nous les femmes, nous sommes un groupe varié et éclairé et le monde ira mieux quand nos voix seront entendues. Nous apportons une perspective différente, nous sommes des mères et nous aimons nous occuper des autres. Nous devons nous occuper de plein de choses à la fois. En bonne communicante, elle se met souvent en scène à Washington. Elle a inauguré un potager bio dans les jardins de la Maison-Blanche pour faire la promotion des aliments non transformés. Les stars des Miami Heat ont également été invités à jouer au basket dans le bureau ovale. En costume cravate, ils ont eu le droit de déguster une pomme, aliment diététique par excellence. Le président des États-Unis est aussi mis à contribution. Dans une vidéo, Barack Obama et Joe Biden, vice-président des États-Unis, s'adonnent à une petite séance de jogging dans les couloirs de la Maison-Blanche. Otherwise, we're going to be in trouble with Jill and Michelle. Just let Michelle know I did drink this. All right? Same time next week? Same time next week. All right. Après 4 ans d'existence, le programme a fait ses preuves. Cette année, l'obésité des 2-5 ans a reculé de plus de 43%. Une progression exceptionnelle pour les États-Unis. Prochaine étape de sa croisade, modifier l'étiquetage des produits alimentaires pour encourager ses concitoyens à faire des choix alimentaires plus responsables. Fini la junk food, les Américains vont imiter les Européens et se mettre aux légumes verts. Bonjour Valérie Pérez, chef du service des sports. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Barbara, quel plaisir d'être avec vous. Partagez, c'est votre rédaction qui signe ce reportage. Vous l'aimez bien, Michelle? Ah, j'aime beaucoup Michelle Obama, je la trouve formidable, très sportive, très rock'n'roll et en plus elle garde la ligne, je crois. Hein. Vous trouvez? Elle est toute en rondeur quand même. Elle est toute en rondeur, mais vous savez, je ne sais pas vraiment si c'est la mode d'être anorexique maintenant, comme ces mannequins qu'on voit affichés sur les murs. Hein. On aime bien quand même avoir des femmes avec des formes. Tout à fait, on est d'accord. On parle de foot ce matin avec absolument. vous, Ligue des Champions. Alors où on en est? Écoutez, si vous aimez le football, vous allez voir que... tout est là pour vous faire plaisir et vous satisfaire. C'était un match qui était vraiment suivi avec beaucoup d'attention. Le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc face à une victoire passe au Bayer Leverkusen de Buzyn. La Lavezzi était à la hauteur de son 5e but. Match toute compétition confondue. Le FC Barcelone de son côté, porté par un but de Lionel Messi, un récital de ses virtuoses a écarté Manchester City de Buzyn au Camp Nou. Le Barça rejoint donc les quarts de finale de la Ligue des Champions et efface avec orgueil sa récente mauvaise passe. Alors il n'y a eu ni miracle ni déroute pour Arsenal, mais en repartant de Bavière avec un nul 1-1, les Gunners ont obtenu le maximum qu'ils pouvaient espérer au vu de la rencontre. Une logique donc bien respectée lors de la première partie des 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich et l'Atlético Madrid se qualifient donc comme attendu pour les quarts aux dépens d'Arsenal et du Milan AC.
L'écart, c'est quand? Ça se passe quand les matchs? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on les attend. Vous reviendrez nous en parler. Voilà, en tout cas pour les 8e. Allez, on parle toujours de foot ce matin avec un aspect qu'on aimerait voir de moins en moins, c'est le racisme dans le football. Oui, vous avez raison. Hein, c'est triste, mais ça existe. Le monde du football peut être très cruel. Des cris de singe, des insultes, des joueurs noirs qui ont déjà été pris à partie par des supporters ivres de haine. Et tout ça, ça se passe en Europe. Et c'est aujourd'hui le réseau FAIR, notamment, qui regroupe une organisation de 13 pays européens, travaille sur la mise au point d'une stratégie, d'une politique commune de lutte contre le racisme et la xénophobie. Les grandes organisations qui essayent donc de lutter contre ce mal qui entache quand même le football. Regardez, Barbara. L'époque de la génération Black Blamber est lointaine. En 1998, les Français faisaient bloc derrière leur champion du monde, une sélection nationale métissée. Un symbole que le monde du football a vite oublié. Les matchs sont souvent le théâtre d'agressions racistes très graves. Dans les tribunes, les hooligans n'hésitent pas à insulter les joueurs. Dans ce domaine, l'Italie est la nation tristement championne. Les premiers à en pâtir sont les footballeurs noirs qui évoluent au sein du calcio. Quand je jouais au foot, il y avait des spectateurs qui faisaient le bruit du singe. Et je leur disais, mais attendez, ne stigmatisez pas ces personnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés racistes. Il faut se poser la question, pourquoi ils sont devenus comme ça ? Eh bien, c'est par l'histoire, par la culture. Mario Balotelli, avant-centre de la Squadra Azzurra, est souvent attaqué. Né à Palerme de parents ghanéens, il est régulièrement la cible des tifosi qui lui lancent des bananes pendant les matchs. Même constat en Russie, l'Ivoirien Yaya Touré a été victime de cris racistes lors d'un match de son club Manchester City contre le CSKA Moscou. L'Euro 2012 a aussi été marqué par de nombreux incidents. Les fédérations espagnoles, russes et croates ont été condamnées à payer des dizaines de milliers d'euros. Des sommes dérisoires pour ces machines à profit. En France, le malaise est profond. Laurent Blanc, actuel entraîneur du PSG, a créé la polémique en 2011. Il s'était déclaré favorable à la limitation du nombre de joueurs binationaux en équipe de France. Mais de rapides excuses ont vite effacé ses propos. Je tiens à m'excuser des propos tenus lors de cette réunion. C'est vrai que cette réunion a dérapé. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de bien se préparer pour l'avenir. Les réactions ultérieures ont révélé des lignes de fracture profondes au sein de la société française. C'est du racisme, parce que dans l'équipe de France, c'est avec des Noirs et des Arabes. Si on enlève les Noirs et les Arabes, c'est fini. La France, ça arrête. L'équipe, elle est finie. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. Pour les instances dirigeantes du football, c'est une situation inacceptable. Michel Platini, dirigeant de l'UEFA, dénonce souvent les attitudes discriminatoires. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, aucune discrimination, qu'elle soit raciale, culturelle, religieuse, sexiste ou homophobe, et ceci sans hiérarchie du mal. L'UEFA a même mis en place une campagne de publicité pour lutter contre ce phénomène. Decimos no al racismo. Et les stars du foot l'ont suivi. Messi, Ribéry, Ronaldo, tous ont répondu à l'appel pour enrayer ce mal qui gangrène le monde du ballon rond. La prévention est donc au goût du jour, mais le chemin vers la raison est encore long. Alors Valérie, que font les institutions pour lutter contre ce racisme? Mais écoutez, jusqu'en 2013, il n'y avait pas grand-chose. En fait, simplement des sanctions financières qui étaient écopées par les clubs ou bien par les joueurs. Mais depuis 2013, il y a un nouveau règlement qui vient d'être instauré par l'UEFA et par la FIFA. Donc en fait, ce qu'il peut y avoir, c'est des matchs qui sont joués à huis clos. Donc financièrement, c'est quand même dramatique pour les clubs. Et puis les joueurs peuvent être suspendus pendant au moins 10 matchs. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir à suivre. Dans le morning, la Fashion Week de Tel Aviv a touché à sa fin hier. Alors, qui sont les créateurs israéliens qui se sont fait remarquer? Réponse après un nouveau journal. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous sur i24 News en direct depuis Tel Aviv et on parle tout de suite de la Fashion Week de Tel Aviv qui s'est terminée hier. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors vous y étiez
Et on fait un bilan ce matin. On fait un petit bilan ce matin sur ces 3 jours de mode made in Israël, en plein cœur de Tel Aviv. Alors c'est un événement que plusieurs télévisions ont suivi, c'est bon signe puisqu'il commence à s'imposer dans le monde. Alors au programme, on a eu 22 designers locaux qui sont venus présenter leur collection dans le but de séduire les acheteurs au-delà des frontières d'Israël. C'était le but de cette Fashion Week. Du coup, tapis rouge, photocall, véritable podium et espace aménagé. On le voit sur ces photos, tout a été mis en place pour un événement de qualité au Fashion Mall, cet endroit qui pour l'instant est un endroit éphémère et qui sera construit l'année prochaine par le sponsor de l'événement, Guindy, le number one de l'immobilier. Alors mannequins, photographes, journalistes et VIP étaient au rendez-vous pour cette 3e édition de la Fashion Week tel avivienne, un événement que, je vous le rappelle, est organisé par Moti Reif et qui à cette occasion a reçu en début de Fashion Week Angela et Rosetta Missoni avec un défilé qui a ouvert le show. Et pour le clôturer, c'était hier soir, on a eu le droit à la collection Maskit de Ruti Dayan qui fêtait ses 97 ans et personne n'a voulu rater cet événement, donc tout le monde était là. Les anciens grands mannequins ont même défilé en ouverture de show et les plus jeunes sont arrivés juste après et ça a été suivi d'un très très bel événement. Je vous propose peut-être de regarder le défilé. Alors, Comme il faut, c'est une marque israélienne. Vous avez assisté à ce show. Décrivez-nous, c'est qui? Alors c'est effectivement, donc Comme il faut, c'est une marque israélienne. On a 2 jeunes designers à la tête de cette marque, c'est Sharon Daub et Karine Leikovic. Alors elles, ce sont 2 féministes qui veulent casser l'image stricte de la mode et des mannequins qui sont souvent trop maigres. Elles aiment la femme et véhiculent un message d'amour. Je vous propose je les ai rencontrées, voilà. pardon, et je vous propose donc de voir l'interview tout de suite. Chaque année, on a un nouveau thème autour duquel on travaille. Cette année, on a choisi de mettre en avant la féminité et pour cet été, on a mis en avant les différents côtés de la femme, comme l'amour, la passion, la pudeur. J'ai remarqué quelque chose de très spécial dans votre défilé. Il y avait des mannequins, comme on a l'habitude de les voir, mais aussi des femmes plus âgées. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'était une envie de montrer de vraies femmes avec différentes mensurations, avec des âges différents. C'est pour cela qu'on a demandé à ces femmes de tous les jours de participer à notre show pour montrer comment nos vêtements peuvent être portés tous les jours. Tous les jours parce que j'imagine qu'il n'y a pas que la mode pour vous. Je pense que dans nos emplois du temps, il n'y a pas que la mode et le shopping. Pour nous, les vêtements, ce n'est pas uniquement de la mode et de la vente, c'est aussi un moyen de communiquer avec nos clientes et de créer une communauté, de communiquer aussi avec d'autres villes et d'autres pays. Quand on choisit un thème, l'importance pour nous est toujours de soutenir la femme de différentes façons. Ici, c'est avec cette tenue vestimentaire, donc on part d'une idée générale, on développe autour de cette idée et après on présente nos collections. Alors voilà pour les 2 designers de Comme il faut. Vous avez repéré d'autres créateurs israéliens? Alors d'autres créateurs, alors c'est vrai que ça c'est un des premiers défilés que j'ai fait où on était dans un état d'esprit assez féministe avec un design assez ressemblant à ceux d'un couvent, donc c'était assez drôle avec un show qui a commencé avec une chorale, donc tout était dans un état certain exactement. Mais alors le show qui était le plus attendu, c'était celui de Dodo, Dorit Bar-Or bien évidemment, qui est la star de cette Fashion Week. On a aussi Shai Shalom qui était présent. Alors, ce qui plaît, c'est leur côté occidental. C'était de toute façon les shows qu'on attendait le plus et qui ont réuni d'ailleurs le plus de monde. Et c'est la seule marque, je parle de Dorit Bar-Or, à avoir eu le droit à son after show. Je vous propose de regarder tout de suite le défilé. C'est qu'elle faisait de la télé. Let's do it. Let's fall in love.
Alors Dodo Baror, c'est votre coup de cœur, cette C'est Fashion mon coup Week. de cœur parce qu'on est dans du sobre, du chic, le côté métaux sur tissu aussi, c'est très tendance, et puis c'est des jolis modèles. C'est vraiment, moi, c'est un artiste qui m'a beaucoup plu. Alors on parle de votre dernier coup de cœur. Autre événement d'ailleurs qui a marqué la Fashion Week, eh bien, je vous ai réservé le meilleur pour la fin, enfin presque. C'est cette collection Disney créée par 25 designers sur le thème de Minnie pour l'association Make-A-Wish dans le but d'aider des enfants malades. Alors tous les fonds récoltés lui sont reversés. L'événement a mobilisé les plus grands tops israéliens pour un joli défilé que je vous propose tout de suite de découvrir. Alors c'était moins pour la mode, mais plus pour la bonne cause. Pour la bonne cause, pour le buzz. Et puis d'ailleurs, les vêtements ont été revendus et l'argent récolté aussi est reversé à l'association. Donc c'est sympa, c'était l'occasion de... Vous êtes sûr que c'était pas le défilé de Pourim un petit À mon avis, non, mais peut-être, c'est peut-être pour préparer les fêtes. Bon, Virginie, en tout cas, on peut dire que c'est une Fashion Week courte, c'était pas une vraie semaine, mais oui, réussie. 3 jours, c'est très court. Réussi, oui, parce qu'il y a beaucoup d'invités qui se sont rendus compte, se sont rendus sur place. On a eu des Italiens, il y a eu beaucoup d'étrangers aussi qui sont venus spécialement pour cette Fashion Week. Puis je pense qu'avec le temps, elle réussira à s'imposer comme à New York, à Paris ou à Londres. C'est une bonne occasion de faire parler des créateurs israéliens qu'on connaît pas beaucoup. Exactement, qui veulent se faire connaître dans le monde entier. Puis c'est l'occasion de faire des rencontres et puis de passer un moment sympa. Donc voilà, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. Je sens que Rudy veut parler. Ouais, je sens aussi que Rudy veut parler. Il y a beaucoup de créateurs italiens. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de créateurs français dans cette Fashion Week parce qu'il y a beaucoup de liens entre les organisateurs. Ils ont beaucoup travaillé en Italie et malheureusement, on n'a pas encore de créateurs français qui sont venus en Israël, qui sont venus avec 3 Fashion Week venir faire un défilé ici. Oui, mais là, c'était spécialement pour promouvoir les locaux. Donc effectivement, l'ouverture a été faite par des Italiens, mais vous avez raison. C'était Moschino ou ça a été d'autres marques italiennes. Voilà, Missoni aussi qui était italien. Comme la plupart des modèles israéliens se rendent en Italie et pas en France. De conseil mode, je suis là. Voilà, c'est ça. Prochaine Très bien, chronique, Rudy, c'est noté. ça va être vous. Rudy, restez avec nous tous les deux pour l'heure. C'est le rappel des grands titres de cette matinée. 4 nouvelles roquettes ont été tirées sur le sud d'Israël depuis la bande de Gaza. En tout, plus de 70 missiles et obus ont donc été tirés sur le sud de l'État hébreu depuis hier. Le djihad islamique a revendiqué les attaques et menace d'élargir la portée de ces missiles. L'aviation israélienne a donc riposté cette nuit aux tirs provenant de Gaza. 29 cibles terroristes ont été visées du nord au sud de l'enclave palestinienne. Côté international, on condamne évidemment. Les États-Unis ont fermement dénoncé les tirs sur Israël, appelant à l'arrêt immédiat de ces attaques terroristes. Israël a, comme toute nation, le droit de se défendre, a déclaré le porte-parole du département d'État. Même son de cloche pour Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies exhorte tous les acteurs à faire preuve de retenue. Le Premier ministre britannique poursuit sa visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce matin, il est attendu à Ramallah pour rencontrer le président Mahmoud Abbas. Hier, David Cameron a prononcé un discours au Parlement israélien où il s'est opposé au boycottage d'Israël. À l'étranger, on retient cette info. Le Vietnam dément que des débris de l'avion disparu aient été repérés par un satellite chinois. 3 objets flottants auraient été localisés dans la zone où le Boeing a perdu le contact. Je vous rappelle qu'en tout, 12 nations, dont les États-Unis, la Chine et le Japon, participent aux opérations de recherche qui mobilisent pas moins de 42 navires et 39 avions. Et on s'intéresse tout de suite à l'actualité sur Internet. Avec vous, Rudy, la revue du web ce matin, tout d'abord avec un tweet de Binyamin Netanyahu, en tout cas sur son compte. On ne peut plus clair. Oui, alors on l'a dit hier, ce ne sont pas moins de 70 roquettes qui se sont abattues sur le sud d'Israël en l'espace d'une heure, attaque attribuée au djihad islamique. Et le Premier ministre israélien a été on ne peut plus clair sur son compte Twitter avec ce tweet en 2 langues. Et ça veut dire beaucoup de choses. C'est adressé à la communauté nationale, mais aussi à la communauté internationale. Il tweet peu en hébreu
généralement sur son compte Twitter. Et donc je cite, « S'il n'y aura pas de calme dans le sud ce soir, il y aura du bruit dans la bande de Gaza ». Et c'est un euphémisme évoquant donc les représailles qui ont eu lieu dans la soirée, dans la nuit sur les cibles terroristes de la bande de Gaza. Et on le sait maintenant aussi, la communication de l'armée israélienne Tsahal qui est très rodée et qui à chaque regain de tension communique. Donc il y a eu des vidéos et puis il y a eu beaucoup d'infographies et pour comprendre la situation des habitants du sud d'Israël. Et puis ce tweet est très officiel accompagné d'un communiqué justifie et explique les frappes ciblées qui ont donc eu lieu cette nuit. Est-ce que Tsahal communique quasi en direct sur ce qui se passe sur le terrain ou il faut attendre toujours un décalage de quelques heures? Il y a toujours un décalage, ce sont plus des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre ce que vivent les gens du sud, les habitants du sud d'Israël et aussi pour expliquer l'action, expliquer, voilà, où beaucoup de vidéos sont montrées par exemple où on voit les activistes tirer les roquettes, on les voit. Donc il y a énormément de petites vidéos comme ça diffusées avec une vraie envie de passer par Internet. Et parfois cela peut fonctionner. En tout cas, maintenant, dès qu'il y a un regain de tension, il y a communication qui suit directement après. On part maintenant en Turquie, Rudy, où les manifs ont repris un peu partout dans le pays. Après qu'au mois de juin, un jeune adolescent de 15 ans ait été tué, il est décédé il y a 2 jours, après plusieurs mois de coma. Oui, alors la vague d'émotion est immense en Turquie et sur Internet, ce ne sont pas moins de 14 millions de tweets qui ont été diffusés dans le monde pour rendre hommage à ce jeune homme que vous voyez touché par une grenade lacrymogène lorsqu'il descendait acheter le pain près d'une manifestation anti-Erdogan, vous l'avez dit, au mois de juin. Il y a eu un hashtag, il s'appelle Berkin, Elvan, et donc il y a eu un hashtag utilisé 11 millions de fois, Berkin et Timortel, voilà, en turc ou en anglais. Donc ces funérailles se sont transformées, vous l'avez dit, en vive contestation contre le Premier ministre turc et son parti, l'AKP, donnant lieu à des émeutes dans lesquelles d'ailleurs un policier a été tué. Alors un compte à suivre pour poursuivre ce conflit, celui de Guillaume Perrier, qui est correspondant du Monde en Turquie. Il a fait vivre hier aux internautes de l'intérieur cette manifestation impressionnante. Vous le voyez sur cette photo. On voit aussi, je crois, une autre photo panoramique prise avec un iPhone avec un sous-titre. Ah non, alors là, on voyait donc une autre photo. Alors regardez cette image qui est assez poignante. En fait, c'est le pays entier qui pleure ce drame. Et cette image donc montre un soldat turc, arme à terre, qui rend hommage pendant 1 minute à ce jeune garçon tué. Et ce décès dramatique, finalement, pourrait mettre à mal le pouvoir turc. On attend une relance de la mobilisation, vous l'avez dit, un peu partout dans le pays, du mouvement dit de la place Taksim. Et un dessin résume ce qui pourrait se passer. En tout cas, c'est l'âme de ce jeune garçon, Berkin Elvan, qui pourrait faire basculer le pouvoir en place. Et ce dessin ne vient pas de Turquie, mais bien du Brésil. Et puis, un tweet qui résume un petit peu tout, ce tweet d'Igal Cohen. Les mois à venir pour la Turquie vont être déterminants pour les Turcs, leur mode de vie et leurs acquis démocratiques. À noter qu'hier soir, Erdogan a donné une interview à la télévision et Internet a été choqué du fait qu'il ne prononce pas le nom de ce jeune homme en 2 heures d'interview. Voilà, on rappelle que dans 3 semaines, il y aura un scrutin municipal en Turquie qui fera preuve de test pour Erdogan et son gouvernement. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que la mobilisation est très surveillée sur Internet par le pouvoir? Elle est extrêmement surveillée, plus que jamais. 6000 personnes ont été embauchées il y a quelques mois pour surveiller le web. Et puis, il y a quelques semaines, je vous en parlais ici, une loi liberticide encadre depuis peu toutes les libertés sur Internet et accroît la surveillance du gouvernement. À noter que d'ailleurs, ces 14 millions de tweets seront archivés, ils en ont l'autorisation, archivés par le pouvoir turc. C'est en tout cas ce que nous dit le journal en ligne turc Hurriyet Daily News. Et on termine rapidement, Rudy, par les recherches du Boeing de la Malaysian Airlines qui se poursuivent sur Internet, évidemment. Vous l'avez vu, ces images de satellites turcs. Alors le satellite pourrait éventuellement être une piste... Chinois. Oui, pardon, excusez-moi, chinois. Oui, j'étais encore en Turquie. Le satellite chinois avec donc ce démenti. Alors une piste donc indiquée cette nuit satellite. Alors pourquoi pas finalement demander aux internautes de participer aux recherches. La société Digital Globe a placé, donc spécialisée dans les satellites, elle a placé 5 de ses caméras satellites en orbite au-dessus de la zone autour de laquelle l'avion a été perdu. Et les internautes sont invités à balayer la zone point par point et éventuellement, s'ils voient quelque chose en direct, ils peuvent en faire part. Donc demande aux internautes. Tout le monde s'y met directement, recherche active des internautes. Absolument. Merci beaucoup Rudy, merci Virginie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, un nouveau journal. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.